Le matériel mis au jour sur les chantiers de fouilles peut livrer aux archéologues une foule de renseignements. Sur le site de Maréa, près d'Alexandrie, les monnaies trouvées sont d'époque ptolémaïque. Elles intéressent donc tout particulièrement le numismate Thomas Fauché, spécialiste des monnaies lagides. On a les têtes d'Alexandre aussi. Yes. Comment étaient fabriquées ces monnaies? J'en ai trouvé une autre là-bas. Peu d'informations nous sont parvenues sur les techniques de frappe. L'archéologie expérimentale va essayer de combler ces lacunes en recréant un atelier monétaire dans des conditions proches de celles de l'Antiquité. C'est le couche noir. Il est là-bas. En 2007 et en 2008, on avait fait des expérimentations sur la monnaie d'argent. Et on avait pris comme exemple, comme modèle, la chouette frappée à Athènes au 5e siècle. Cette année, en 2009, on va essayer d'expérimenter la monnaie de bronze et on va utiliser la monnaie des Ptolémées, le bronze aux deux aigles, et c'est ça qui servira comme modèle. Alors, les expérimentations ont plusieurs objectifs. Le premier, c'est de recréer les différentes étapes de la chaîne opératoire, à savoir la coulée des flancs, leur préparation et puis la frappe monétaire. Puis le deuxième objectif, c'est de connaître l'usure des coins et plus précisément la productivité que ces coins pouvaient avoir dans l'Antiquité. Alors la première étape, c'est l'étude des monnaies elles-mêmes. Et cette première étape, elle commence ici. C'est pour ça que j'ai rendez-vous tout à l'heure avec Julien Olivier au dépôt de fouilles de Chalalat. À Chalalat est rassemblé et restauré le matériel mis au jour au cours de fouilles menées par le Centre d'études alexandrines. Céramique, mosaïque, monnaie. À la mort d'Alexandre le Grand en 323, un de ses généraux, Ptolémée, va s'installer en Égypte et plus particulièrement ici à Alexandrie, et sa dynastie va tenir le pays pendant près de 300 ans jusqu'à la mort de Cléopâtre, 7, en 30 avant Jésus-Christ. Alors aux yeux du numismate, les monnayages émis par cette dynastie sont tout à fait intéressants. Par exemple, les monnayages d'or et d'argent sont frappés selon un étalon plus léger que ceux utilisés par les royaumes hellénistiques concurrents, et le change obligatoire amène de nombreux revenus aux caisses royales. On trouve à Alexandrie des monnaies d'or et d'argent, mais les plus nombreuses sont les monnaies de bronze. C'est la monnaie utilisée dans les échanges quotidiens. La monnaie aux deux aigles, qui prédomine, servira de modèle pour la nouvelle expérimentation envisagée par Thomas Fauché. Pour leurs recherches, les numismates peuvent consulter les collections de monnaies de la plupart des musées européens. Parmi eux, le cabinet des médailles, à Paris, le plus ancien musée de France. Les monnaies lagides, d'or, d'argent et de bronze, y sont largement représentées. Quelles étaient les caractéristiques des monnaies frappées par les Ptolémées? Et quel en était l'usage? Il faut savoir que déjà, la monnaie d'argent ne circule pas de la même manière selon les types avec lesquels elle est frappée. On a des monnaies communes et des monnaies locales, sachant que la monnaie de bronze est en fait, en principe, une subdivision de la monnaie locale. Et donc la circulation de la monnaie de bronze est généralement très limitée sur le plan spatial, limitée la plupart du temps soit au territoire de la cité ou de l'État émetteur, soit éventuellement, si cet État émetteur a une zone d'influence un peu plus importante, la monnaie de bronze, à ce moment-là, souvent recouvre, au moins partiellement, cet espace de domination. Ce qui est sûr, c'est que, à partir de thèmes très simples, le Zeus, dit Zeus Ammon, mais qui est en réalité une vieille divinité grecque, au droit, et l'aigle de Ptolémée Ier au revers, les
conseillers des Ptolémées ont créé un système d'image extrêmement subtil qui a fonctionné pendant 3 siècles. En même temps, probablement au fur et à mesure que l'usage de la monnaie s'est répandu, la qualité technique de la frappe de ces monnaies a décliné. Et on arrive à la fin du second siècle et au début du 1er siècle à une monnaie presque unique, une monnaie pesant dans les 8 grammes, qui est d'un style assez mauvais et surtout d'une qualité métallique très faible. Ce qui est curieux à ce moment-là, c'est que ce module de quelques 8 grammes est pratiquement la seule pièce frappée par le royaume pendant plus d'un demi-siècle. Et ces pièces servent effectivement à tous les moments de la vie quotidienne. Ça correspond à l'entrée, par exemple, dans un bain public, ce qui est probablement un coût assez élevé. Et puis on voit bien que dans une population paysanne pauvre, ça permet d'acheter un gobelet d'huile, ça permet d'acheter un sachet de sel, ça permet d'acheter des choses qui sont indispensables à la vie quotidienne. Les chercheurs en savent maintenant un peu plus sur les monnaies frappées à Alexandrie. L'expérimentation va donc pouvoir commencer. Comme les années précédentes, elle aura lieu en France, à Melle. Les scientifiques utiliseront les équipements de la plateforme des Arts du Feu, ouverte depuis 1996. Ici, les visiteurs peuvent découvrir des expérimentations sur la métallurgie et aussi les plus anciennes mines d'argent ouvertes au public en Europe. Nous sommes ici dans les mines de Melle. C'est un site minier qui a été ouvert au VIe siècle, qui a donné lieu à une exploitation jusqu'au Xe siècle. Cette mine est ensuite tombée dans l'oubli, et ce n'est qu'au XIXe siècle que ces mines ont été redécouvertes. Au XXe siècle, il y a maintenant un petit peu plus de 20 ans, 22 ans exactement, les mines ont fait l'objet d'une mise en exploitation touristique, et un site s'est donc ouvert ici à Melle. Vous venez d'entrer dans la zone expérimentale des mines d'argent de Melle, et effectivement dans cette aire, on a réservé un certain nombre d'emplacements pour des jeunes chercheurs qui essayent de reconstituer les méthodes métallurgiques de l'Antiquité, du Moyen-Âge, voire des périodes un peu plus tardives. Pour cela, cette expérimentation est divisée en 2 parties. D'abord, ici, c'est la partie qui se passe autour des fours, donc c'est là où on va fondre et couler le métal. La deuxième partie se passe derrière vous, sous la sous-coupe, sous la coupole. Vous irez tout à l'heure, c'est là où on prépare les flancs et où on frappe la monnaie. La première étape est la production des flancs. L'équipe a d'abord essayé d'utiliser des moules en calcaire, comme se trouvaient dans les fouilles archéologiques, à Chypre ou en Judée. À l'aide d'une perceuse, à la place de la vrille utilisée dans l'Antiquité, des cupules sont creusées dans un moule. Le bronze, un alliage composé ici de 92% de cuivre et de 8% d'étain, fond à plus de 1000 degrés. Mais les moules se détériorent très rapidement. Il faudra, pour de prochaines expérimentations, trouver un calcaire plus résistant au feu, provenant de Méditerranée orientale. L'équipe s'est donc résolue à utiliser des moules en sable de fonderie, ce mélange d'argile, d'huile et de sable dont elle maîtrise bien l'emploi. Il s'agit d'assembler 2 plaques, une première dans laquelle est creusée une série de cupules, reliées entre elles par des canaux, et une deuxième qui sert de couvercle. Les chercheurs s'inspirent ici des découvertes archéologiques
comme ces moules monétaires trouvés dans la maison de Dionysos, à Paphos, sur l'île de Chypre. Lors de la coulée, le métal se disperse dans les canaux, remplissant les cupules les unes après les autres. Une fois démoulées, ces plaques donnent une série de chapelets. Après quelques semaines de pratique, le résultat est très satisfaisant. Il est tout proche de ce que les archéologues ont retrouvé sur les chantiers de fouilles. Reste encore à traiter les chapelets. Contrairement à la monnaie d'argent, où le flanc est prêt à l'emploi, une série d'étapes de préparation est nécessaire au bronze. Tout d'abord, le polissage. Une étape indispensable pour l'obtention d'un flanc régulier et parfaitement plan, sans lequel l'impression ne peut pas être de bonne qualité. Il faudra enfin séparer les flancs. Dans l'Antiquité, cela se faisait au ciseau. C'est ce que prouvent les traces d'outils que l'on peut observer sur les monnaies antiques. Après des essais concluants, les chercheurs utilisent des moyens modernes dans le but de gagner en productivité. En effet, seul un tour de main et une habitude de ces gestes auraient permis un traitement rapide des nombreux chapelets de flanc préparés par l'équipe. Comme pour les précédentes expérimentations, c'est la frappe des monnaies, et donc l'usure des coins, qui intéresse en premier lieu les chercheurs. Ces coins ont été gravés par Michel Ducouret, dans son atelier de Saint-Sulpice de Royan, en Charente-Maritime. Les chercheurs se sont inspirés de coins déjà existants, comme ceux conservés au cabinet des médailles de Paris. Alors, le cabinet des médailles possède effectivement un certain nombre de coins monétaires, donc qui étaient destinés à la frappe, puisque la majorité des monnaies antiques ont été frappées. On peut penser que dans l'Antiquité, il y a des centaines de milliers de coins qui ont été gravés, et de nos jours, de par le monde, on en possède peut-être une cinquantaine, une centaine, parce que ces coins étaient soit détruits après usage pour qu'ils ne tombent pas dans les mains de faux monnayeurs, soit ils se détruisaient eux-mêmes au cours de l'usage en quelque sorte, et donc peu ont survécu. Lors de la frappe, les coins sont solidement maintenus sur le billot pour éviter tout accident et permettre une productivité maximale. Les chercheurs de l'équipe maîtrisent désormais bien la frappe. Après plus de 17 000 monnaies frappées lors des 2 premières expérimentations, le coup de masse se fait plus précis. Même si la monnaie de bronze s'avère beaucoup plus difficile à frapper que l'argent. Comme dans l'Antiquité, la frappe se fait avec une masse. À Melle, on utilise une masse de 5 kg, proche de celle que l'on voit sur cette monnaie de la période romaine. On a frappé des monnaies d'argent les 2 dernières années. Cette année, on frappe du bronze, mais l'année d'avant, l'été d'avant et l'été encore avant, on avait frappé de l'argent. On avait frappé plus de 17 000 monnaies. On avait montré que le coin de droit, puisque c'est celui qui suit le moins vite, pouvait frapper jusqu'à plus de 10 000 monnaies. Un petit peu plus de 5 000 la deuxième année. Là, on a déjà notre deuxième coin de droit. C'est-à-dire que le premier coin de droit est déjà complètement usé. Il a été usé au bout de 1500 pièces. Et celui-là est en passe d'être usé aussi relativement rapidement, alors que c'est un bronze et que c'est le même alliage que les autres années. Ce qui montre que la frappe du bronze use beaucoup plus vite les coins monétaires que la frappe de l'argent ou de l'or. Le deuxième intérêt, c'est d'essayer de trouver un nombre, alors évidemment on ne va pas trouver le nombre exact, mais un nombre moyen de pièces qui a pu être frappé par ces coins. Puisque vu que ces coins étaient gravés à la main, on est capable, nous, quand on a une série de monétaires frappée par un roi ou une cité, de différencier chaque coin qui a été utilisé. Alors si on arrive à connaître le nombre de monnaies qu'on peut frapper avec un coin, il va suffire de multiplier le nombre
de coins qu'on a réussi à étudier sur notre série monétaire, de multiplier par le nombre qu'il a pu produire, on aura le nombre de pièces au départ qui a pu être produit. Donc ça va nous donner des informations sur le nombre de soldats qui ont pu être payés pour une campagne militaire ou des choses comme ça. Donc des implications beaucoup plus historiques que le côté très technique qu'on a ici. Après le départ du dernier visiteur, le travail se poursuit, parfois tard dans la nuit. Les expérimentations menées à Melle depuis 3 ans sont déjà riches d'enseignements. On en sait maintenant beaucoup plus sur l'usure des coins monétaires et sur les différentes étapes de la chaîne opératoire. Mais bien des questions restent encore sans réponse. Est-ce qu'un changement de la composition des coins en bronze modifierait les résultats? Le manque d'expérience de l'équipe a-t-il une influence sur l'usure des coins? Lors de la frappe de petits modules, les coins s'usent-ils plus rapidement? Pour tenter de répondre à ces questions, et sans doute à beaucoup d'autres, les chercheurs ne manquent pas de projets et vont encore investir la plateforme des Arts du Feu de Melle les prochaines années.